Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je me connecte avec Sophie tout de suite. Sophie? Ouais, Trop c'est bien, bon. ça marche tout de suite. Pour tout vous dire, on vient de faire un essai de connexion et on a galéré. Et on s'est dit, bon bah on va regalérer, mais en direct devant tout le monde. Et en fait non, ça a marché dès le premier coup, donc trop trop bien. Bonsoir à tous, merci de vous connecter, je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue dans ce live du mercredi. Donc, je me présente, je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis docteur en pharmacie et naturopathe et un mercredi sur deux, j'organise des lives où j'interviewe une personne de mon réseau. Ce sont des entrepreneurs dans le domaine du bien-être où j'adore en fait ce qu'ils font, j'ai envie de les faire connaître, puisqu'aussi une partie de mon activité, c'est également d'accompagner les entrepreneurs du bien-être. Et je sais à quel point se faire connaître ses activités, parler de tout ce qu'on peut apporter comme service au monde pour que le monde aille mieux et aider les gens, c'est hyper important. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de sophrologie et de la maternité, mais de la maternité dans les épreuves qu'elle peut nous apporter. En particulier le deuil périnatal. Donc je vais vous présenter Sophie de Chivray, qui est avec nous ce soir. Sophie Bonsoir. du compte Les Vagues de Sophro et du podcast Au revoir podcast. Donc moi j'ai rencontré Sophie en consultation pour la petite histoire. Donc voilà, peut-être que si vous faites des consultations avec moi un jour, vous vous retrouverez en live. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Et voilà, en fait, je me suis aperçue, donc j'ai découvert que tu étais sophrologue, j'ai découvert ton parcours que j'ai trouvé hyper intéressant. Et j'ai eu envie très vite de t'inviter quand j'ai eu ce projet de live. Donc je vais te laisser te présenter, Sophie, et nous dire un peu plus qui tu es. Bonsoir, merci énormément Marion pour l'invitation. Je suis un peu déstabilisée parce que je vois les noms de certaines personnes qui se connectent et il y en a certaines que je connais. Alors là, du coup, j'ai l'impression que ça prend des proportions énormes. Alors du coup, je m'appelle Sophie de Chivray, comme tu l'as dit. J'ai 35 ans, j'habite à Caen, en Normandie. Et c'est un peu difficile pour moi de résumer en 3 mots ce que je fais dans la vie parce que j'ai été journaliste, puis prof d'histoire géo. J'ai fait de la recherche en histoire de la maternité et en histoire du genre notamment. Et depuis 2 ans et demi maintenant, ouais, c'est ça, j'ai lancé le podcast qui s'appelle Au revoir podcast. Et dans la foulée, quelques temps après, j'ai commencé une formation pour proposer aussi des accompagnements en sophrologie. Et c'est ce que je fais depuis septembre, on va dire à temps partiel parce que j'ai encore plein de casquettes. Et voilà, je suis un peu slasheuse en fait, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, ça te caractérise bien. Et comment justement ce podcast, comment tu peux nous parler de la jeunesse de ce podcast, comment tout ça est arrivé? Alors, c'est un podcast, au revoir, qui est consacré au deuil périnatal. Et c'est vrai que pour être honnête, je l'ai fait parce que j'y étais confrontée moi-même. Je pense que je me serais pas intéressée à cette thématique en tant que telle si je l'avais pas vécue. Moi, j'ai vécu une interruption médicale de grossesse à la fin du second trimestre de grossesse. Et le podcast, je l'ai lancé parce que voilà, dans tout ce que j'ai vécu, du point de vue pro, en tout cas, j'ai été journaliste, donc j'avais voilà, toujours cette petite fibre de vouloir me lancer dans des sujets, de pouvoir les fouiller. Et par ailleurs, j'ai fait de la recherche en histoire et en histoire de la maternité notamment. J'ai fait plein de choses autour de ça. J'avais cofondé un groupe de recherche sur les maternités, sur les paternités. Donc voilà, c'était des choses qui m'intéressaient profondément, qui m'animaient vraiment depuis des années. Donc quand moi j'ai vécu ce deuil périnatal, voilà, il n'y avait pas beaucoup de ressources en tant que telles. C'était en 2017 et en 2020, en plein confinement, alors que j'avais eu suite à ça des petites jumelles qui avaient un peu plus d'1 an, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire autour du deuil périnatal en conjuguant un peu toutes mes casquettes. Et le podcast est né. Pour moi, c'était super important de donner la parole et de faire entendre la voix de celles et ceux, mais surtout de celles en fait, qui ont vécu ce deuil périnatal. Euh, voilà, en tant que femme, en tant que mère. Alors il y a aussi les coparents, mais tout l'aspect autour de la grossesse et le fait de le vivre dans son corps, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer à travers ce podcast.
sur le deuil périnatal, mais ça, on reviendra peut-être un petit peu sur la définition de ce que j'entends par deuil Oui, périnatal. bah justement, tu peux nous en dire plus parce qu'en fait, on peut imaginer plein de choses et enfin, c'est bien toujours important de définir de quoi on parle exactement. Ouais, alors, le deuil périnatal, si on commence à chercher un petit peu sur Internet, qu'on tape deuil périnatal définition, il y a quand même une définition qui revient tout le temps, et moi, c'est celle sur laquelle je suis tombée en 2017 quand j'ai découvert ce terme-là, que je ne connaissais mais absolument pas. Alors même que j'avais quand même travaillé pas mal sur la maternité. Alors, la définition qu'on retrouve le plus souvent, c'est une définition qui est reliée notamment à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le deuil périnatal, ce serait, et je dis bien ce serait, selon cette organisation, le fait de perdre son bébé à partir de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à 7 jours après la naissance. Donc Euh, 5 mois passés, 22 semaines, 22 semaines d'aménorrhée, c'est 4 mois et demi, 5 4 mois. mois et demi. Ouais. 4 mois et demi environ. Mais bon, ça c'est un peu la définition qui est assez institutionnelle, qui peut être statistique, parce que en France notamment, le congé maternité, c'est à partir de 22 semaines d'aménorrhée, Ouais. le droit au congé mat. Sauf que quand on n'est pas dans les clous, on se dit mais moi qu'est-ce que je vis? Moi en l'occurrence j'étais entre guillemets dans les clous et c'est quelque chose qui m'avait presque rassurée sur le moment tellement j'étais dans l'inconnu total. Mais il faut se dire, mais moi quand je le vis et que je suis à 20 semaines ou même en début de grossesse, Début de grossesse. à 1 mois, 2 mois, 3 mois et même après 7 jours, je vis quoi en fait? Et donc pour moi c'était important dans le cadre du podcast et c'est quelque chose que je continue, voilà, sur lequel je continue de communiquer aujourd'hui dans le cadre de la sophro, c'est que le deuil périnatal c'est plus une définition dans laquelle on se reconnaît. C'est à partir du moment où on perd son bébé, quel que soit le terme de la grossesse, et qu'on vit ce chamboulement corporel, émotionnel extrêmement intense, qu'on a l'impression qu'il y a tout à reconstruire presque, parce qu'il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être face à un champ de ruines. Bah voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un, toi, ce n'est pas un deuil périnatal, tu n'es pas dans les termes de la définition. Donc pour moi, c'est important d'être le plus englobant possible, tout en ne niant pas les différences entre les différents vécus. Il s'agit pas de dire que tout est sur le même plan, que tout est identique, bien entendu, mais il n'empêche que d'un point de vue émotionnel, du point de vue des questionnements qu'on peut avoir, du point de vue du regard social, du silence également, du manque d'accompagnement, parfois, et même très souvent encore, bah, il y a quand même un fil rouge qui se tisse entre, alors, pour le podcast, toutes les personnes qui ont témoigné, Mmh. bah, il y a quand même des choses qui se font écho, quand bien même on est à des termes de la grossesse qui sont différents, quand bien même on est sur des réalités corporelles qui sont différentes. Donc voilà, moi j'ai une vision bien plus englobante. Ouais. Après, ça veut pas dire notamment pour le premier trimestre que à chaque fois c'est un deuil, que c'est un deuil énorme, que c'est une épreuve dont on ne se relève pas. Enfin voilà, il s'agit pas de projeter non plus, Mmh. mais pour certaines personnes c'est dur et il faut l'accepter et il faut les écouter. Donc c'est un peu ça le but quand on a une définition beaucoup plus large que Ouais. celle qui est très très restrictive. Et c'est important ce que tu dis, notamment sur le premier trimestre, parce que en France, enfin, je ne connais pas dans les autres pays, mais il y a un peu cette règle, entre guillemets, de ne pas annoncer sa grossesse jusqu'à la première, enfin, l'écho du premier trimestre, entre guillemets, qui dirait que tout va bien, mais enfin, ton histoire, toi, tu l'as vécu, enfin, l'écho du premier trimestre n'avait rien signalé. Donc, enfin, c'est pas forcément, ça n'éloigne pas tout risque. Pour autant, on sait statistiquement que, effectivement, là où il y a le plus d'interruptions naturelles de grossesse, c'est le premier trimestre. Mais le fait du coup, de ne pas annoncer sa grossesse, ça met les femmes et les couples dans un silence quand ces arrêts naturels de grossesse arrivent. Ouais, alors c'est vrai que le premier trimestre, c'est une période qui est extrêmement particulière dans la grossesse. Parce que à la fois on se projette, à la fois on se protège, à la fois on veut parfois le crier sur tous les toits et en même temps on se l'interdit. Oui, Il y a Judith Aquin qui a écrit un super livre là-dessus, 3 mois sous silence, qui est vraiment génial et je l'avais interviewé dans mon podcast, qui parle bien de tout ça. C'est que le problème, il y a énormément d'arrêts naturels de grossesse au premier trimestre. Les mal nommées fausses couches, en fait, donc statistiquement, c'est quand même
une part non négligeable de cette réalité du deuil périnatal. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais bref, je vais y arriver. C'est pas de chance, surtout quand on travaille avec sa voix. Mais en même temps, c'est là qu'il y a le moins d'accompagnement, presque. Parce que déjà, les gens ne savent pas forcément qu'on est enceinte quand on vit ces arrêts-là, ne savent pas qu'on est en train de vivre une épreuve parce que voilà, cette grossesse n'était pas connue. C'est là aussi que souvent les soignants sont les moins bien formés, avec des mots qui peuvent être extrêmement durs. Ça n'enlève pas le fait que après le premier trimestre, il peut y avoir aussi des attitudes qui sont inadmissibles venant des soignants à l'hôpital ou même ailleurs, même si il y a énormément de choses qui ont été faites et heureusement. Mais c'est vrai que quelque part, le premier trimestre, ce serait presque le parent pauvre du deuil périnatal, c'est-à-dire qu'on n'ose pas en parler, l'accompagnement est pas encore là, même s'il y a des choses qui bougent, et ça, il y a énormément de choses qui bougent grâce aux personnes qui l'ont vécu. Bref, c'est là qu'on a presque le moins d'accompagnement et on pourrait y revenir, mais c'est vrai qu'en sophro, moi j'ai un accompagnement notamment pour les femmes au premier trimestre parce que je sais à quel point ça peut être un trimestre qui est compliqué. C'est un trimestre qui est très abstrait où on peut avoir des maux de grossesse qui sont très très violents, mais en même temps on ne sent pas encore son bébé bouger. On a des échos qui peuvent être très espacés, donc on est quand même dans un état parfois d'angoisse qui peut être assez important ou en tout cas de peur. Et alors en plus quand on a déjà vécu un deuil périnatal, la grossesse d'après c'est quand même un moment extrêmement compliqué. Et le premier trimestre de la grossesse d'après, ça peut redoubler les peurs, d'autant plus qu'on sait qu'il y aura cette première écho. On ne sait pas ce qu'on va nous annoncer à la première, mais le chemin, il peut être encore très très long avant d'avoir un bébé vivant et en bonne santé dans les bras. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on n'en parle pas, on met cette espèce d'attente au niveau de la première écho, mais sans vouloir faire peur, s'il y a d'autres échos, c'est aussi parce que il faut s'assurer que tout va bien. Et c'est vrai qu'on a tendance à relâcher complètement la pression. Et bien entendu, il faut pas non plus s'angoisser tout le temps si on ne l'a pas vécu. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on met tellement d'attentes sur ce premier trimestre que après c'est un peu, voilà, on se dit bon bah voilà, il n'y a plus rien qui peut se passer. Or, il y a encore des choses qui peuvent se passer. Donc voilà, il faut réussir à trouver le bon dosage entre Ouais, sensibiliser, ne pas effrayer bien sûr. à tort, mais de savoir que ça existe, en fait, ça fait que quand ça nous tombe dessus, au-delà du premier trimestre, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Il y a des choses qui existent, à quoi je peux me raccrocher? Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on le vit et quand on n'en a jamais entendu parler, c'est à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? On a quand même l'impression d'être seul au monde. Mais comment justement toi tu t'es fait accompagner à l'époque, donc c'était en 2019. Alors, 2019, ce sont mes filles, mes jumelles. 2017, donc c'est ma première grossesse. Quand j'ai perdu mon premier bébé, bah, en fait, je dirais que jusqu'au moment de mon accouchement, j'étais plutôt bien accompagnée, voire très bien accompagnée. Et c'est quand je suis sortie de la maternité que là, j'ai eu l'impression d'un espèce de no man's land. J'avais ma psy de l'hôpital que je voyais toujours. Elle m'avait dit, voilà, on peut se revoir, mais ça peut être compliqué aussi de revenir à la maternité pour me voir. Enfin, voilà, elle m'aurait donné des contacts quoi qu'il arrive. Bon, moi, je me suis dit, elle a l'air plutôt bien formée, elle a l'air plutôt bien. Euh, je vais, euh, je vais continuer de la voir. Mais n'empêche que à côté de ça, il y a rien eu. J'ai pas osé en fait aller voir qui que ce soit. Là pour le coup, c'est vraiment j'ai pas osé. La première fois que j'ai vu quelqu'un en étant un petit peu naïve, en me disant ça s'est tellement bien passé à l'hôpital, je vais être forcément bien prise en charge par ailleurs. C'était ma médecin généraliste et franchement ça s'est tellement pas bien passé comme consultation que j'ai pas voulu la revoir ensuite et que ça a un peu jeté le doute sur la capacité des autres à m'accompagner. Donc j'ai préféré ne voir personne en fait. Après il y a des choses que j'ai mises en place qui étaient plus voilà, j'ai repris du yoga au bout d'un moment, mais clairement, j'ai pas frappé à beaucoup de portes parce que j'avais trop peur de ce qu'on allait pouvoir me dire et voilà, des mots qui allaient pouvoir être employés, de la manière dont on allait percevoir ce que je vivais. C'est très dur en fait, dans le regard de l'autre, d'annoncer ce qu'on a vécu et de voir qu'il y a de l'incompréhension ou des idées préconçues ou des choses qui peuvent nous faire du mal. Mais justement, tu as fait un épisode dans le podcast pour accompagner les proches. Ce serait intéressant, je partagerai la ressource parce qu'effectivement, en fait, on n'est pas formé et on ne sait pas comment réagir. Enfin, comme tu dis, enfin, c'est tellement
euh, il y a on projette beaucoup de choses sur l'autre et effectivement, il y a, souvent la réaction, enfin, les maladresses, les gens ne savent tout simplement pas comment réagir en fait. Oui, et en fait, tu vois, en tant que proche, ça peut se comprendre, en fait. Enfin, même si sur le moment ça fait extrêmement mal et qu'on aimerait bien quand même que les proches aillent chercher un peu par eux-mêmes des ressources, parce que quand on vit un deuil périnatal, en plus devoir faire l'éducation des autres, c'est très compliqué. Mais en tant que professionnel, je trouve en tant que soignant, en tant même que personne qui accompagne les autres femmes, et je pense notamment voilà, il y a plein de personnes qui accompagnent les femmes dans le domaine de la périnatalité, mais de là à trouver quelqu'un qui sache euh, entendre ces paroles sur le deuil périnatal ou qui sache comment réagir ou qui soit un minimum formé, ben en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que euh, voilà, j'ai été accompagnée par une sage-femme qui était géniale, qui m'a proposé qu'on se revoie après mon interruption médicale de grossesse. Mais en fait, après, j'ai pas eu de nouvelles. Et peut-être que j'aurais pu la recontacter, mais en même temps, si c'était pour qu'elle me dise, bah, viens à mon cabinet, non, j'aurais été incapable d'y aller. Son cabinet était tapissé de photos de bébés, de faire-part. Enfin, voilà. Je doute pas du fait qu'elle aurait pu m'accompagner correctement, mais j'ai énormément d'anecdotes de personnes qui sont retournées voir des sages-femmes ou des psys que ces personnes-là voyaient avant, qui étaient censées être spécialisée en périnatalité, bah, on voit quand même qu'il y a un tabou qui persiste, c'est celui du deuil périnatal, et que c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas abordé, et les gens, de toute manière, il y a une personne là qui Hmm. met les professionnels de santé ne sont pas du tout formés. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu au bon vouloir de la personne qui nous accompagne. Est-ce qu'elle a souhaité se former? Est-ce qu'elle a une sensibilité qui fait qu'elle s'est formée par elle-même ou qu'elle va savoir avoir instinctivement les bons mots? On ne saura jamais, et c'est ça le souci. Euh, pour plein de difficultés de la maternité et de la grossesse, c'est pareil. Mais pour le deuil périnatal, c'est quand même quelque chose de très prégnant et on retrouve ça dans énormément de témoignages et c'est extrêmement dommage en fait. C'est que c'est quelque chose qui m'avait vraiment motivé aussi de te faire intervenir. C'était, je t'avais entendu toi-même témoigner dans un podcast en disant souvent on veut pas entendre parler du deuil périnatal parce que beaucoup, notamment les femmes enceintes qui vivent leur grossesse, veulent pas se confronter effectivement à des histoires qui peuvent être difficiles, mais c'est pas une raison suffisante parce que du coup ça coupe, enfin ça empêche les personnes qui ont besoin et qui le vivent d'avoir accès à l'information. Et ce que tu disais aussi très justement, c'est que c'est aussi se couper de témoignages positifs de oui, le sujet est difficile, et aussi, enfin, dans ton podcast, tu as interviewé des tas de personnes qui aussi transmettent énormément d'espoir sur comment on se relève. Enfin, si Ouais, on peut dire ça. il y a tous ces aspects-là, effectivement, c'est que si on ne voit du deuil périnatal que l'aspect effrayant et extrêmement douloureux, c'est une part énorme du deuil périnatal, on va pas se mentir, mais c'est se couper de messages qui peuvent être, alors, apporter quelque chose, en tout cas, de soutenant, en Ouais. fait. Du positif, je sais pas, et je fais toujours attention aux mots parce que Oui. moi, je peux y voir du positif là où d'autres personnes seront heurtées par ce terme-là. Mais en tout cas, il y a des choses quand même qui émergent de tous les témoignages que j'ai fait dans le podcast. C'est que on peut se relever, on peut sourire de nouveau, on peut vivre de nouveau. Ça demande du temps et ça, c'est au rythme voilà, de chacun et chacune. Mais on peut avoir de l'espoir, on peut même faire le deuil d'avoir un enfant, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir le deuil périnatal qui va se coupler au deuil de la parentalité, mais qui verront aussi du beau dans leur vie sans enfant. Ce sont des choses qui sont inaudibles la plupart du temps au début du deuil, parce qu'on est tellement plongé dans son deuil qu'on voit pas comment c'est possible. Mais au bout du compte, de laisser ces témoignages advenir, les mettre en ligne, les laisser à disposition, c'est aussi savoir qu'à un moment donné, on pourra les écouter et que ce n'est pas que douleur. C'est à 90% de la douleur, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent émerger et que la vie, voilà, on a l'impression qu'elle s'arrête, mais si on ne sait pas qu'elle peut continuer à travers les témoignages des autres, ben on le saura jamais. Ouais. Et ça peut aider de se dire, ok, je me laisse traverser par toute la douleur qui vient à moi, mais c'est ok parce que je sais qu'un jour ça ira sans doute un peu mieux. Mm. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais ça c'est extrêmement important en fait, de faire advenir cette parole et de la laisser se déployer dans l'espace public. Là où, c'est vrai, souvent, on n'en parle pas. Oui.
Et alors la sophro, comment c'est arrivé? Comment t'en es arrivé toi à la sophro? C'est une bonne question. La sophro, j'avais un petit peu testé déjà pour moi à un moment donné. Je trouvais ça très intéressant. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'étais un peu dans une impasse professionnelle. Voilà, j'avais des contraintes, notamment familiales, qui faisaient que je pouvais pas reprendre mon poste. J'étais à ce moment-là prof d'histoire géo dans le secondaire. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place. Et j'ai repensé à la sophro et je me suis beaucoup renseignée et je me suis rendu compte que ça cochait beaucoup de cases que je trouvais tout à fait intéressantes. Déjà, le fait que ce soit non tactile, mais qu'on travaille quand même sur le corps. Euh, voilà, l'aspect tactile, moi, j'arrivais pas à le prendre en charge, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être touchées par quelqu'un d'autre, mais qui ont quand même besoin de travailler sur leur corps à travers la respiration, à travers des mouvements doux, à travers la détente musculaire, et également en se remémorant des ressentis physiques qu'on peut avoir à travers les exercices de visualisation. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça permet la sophro de donner des outils à ces personnes-là et de leur dire, voilà, on fait ces exercices-là en séance, donc de relaxation dynamique. Ce qu'on appelle la relaxation dynamique sont des mouvements doux associés à une respiration contrôlée la plupart du temps. On inspire, on retient, on fait un mouvement et ensuite on expire, on relâche tout. On reproduit ça plusieurs fois. Et ensuite, l'exercice de relaxation, non, de visualisation, excuse-moi, j'ai fait un lapsus, où en fait on relaxe en fait son corps de haut en bas, on relâche tout. Ensuite, on se laisse guider par une voix, on visualise quelque chose et on remonte d'une certaine manière à la surface. Et ça, c'est une manière assez puissante de pouvoir se reconnecter aussi avec ce corps. Euh, Parfois, on est très très fâché avec son corps. Quand la grossesse se passe pas bien, quand l'accouchement se passe pas bien, quand on a un postpartum qui se passe pas bien, là j'élargis un peu par rapport au deuil périnatal, se Le connecter à son parcours corps, c'est PMA aussi. très compliqué. Ouais, la PMA aussi. Donc là, d'une certaine manière, c'est non tactile, mais ça permet de se reconnecter avec son corps. Et je cherchais aussi quelque chose que je puisse faire en visio, parce que il y a de profondes inégalités territoriales par rapport au deuil périnatal en France. Pour déjà être accompagné de manière correcte. On peut tomber sur des hôpitaux ultra bien formés, des hôpitaux pas bien formés du tout. Pareil pour les professionnels à qui on peut faire appel ensuite quand on veut être en présentiel, entre guillemets. Donc là, je voulais quelque chose qui permette un peu d'abolir la distance géographique et de parler à pas mal de personnes. Donc voilà, non tactile, en visio. Et puis au fur et à mesure que j'y réfléchissais, je me disais, bah, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, un accompagnement en sophro, bah, quand on vit un protocole PMA, au début de la grossesse, également au premier trimestre, de se dire ça peut être soutenant d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, voilà, pour la sophrologie pendant ce trimestre si particulier, pour vivre également les vagues, pour le coup, du deuil périnatal, parce que c'est aussi la sophro quelque chose qui permet de travailler sur les émotions, sur l'accueil des émotions, sur qu'est-ce que je traverse comme émotion. Quand les émotions elles sont extrêmement vives et que c'est fatigant émotionnellement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me procurer un petit répit quand même, une bulle de calme au milieu de ces émotions. Quand le sommeil est perturbé par tout ce qu'on traverse, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des outils pour essayer d'avoir un sommeil un petit peu de meilleure qualité ou en tout cas plus réparateur parce que pareil, quand on vit des épreuves très très dures, on peut avoir un sommeil qui nous paraît correct, on peut dormir du point de vue de la quantité assez correctement, mais ne pas du tout se reposer. Ou alors inversement, on peut être réveillé très très régulièrement et avoir des insomnies. Voilà, c'est toutes ces choses-là en fait qui moi auraient pu me parler en fait au début de mon deuil et qui voilà, je me suis dit bah ça peut parler aux personnes à qui j'ai envie de m'adresser et aussi à travers tout ce que j'avais entendu, je me suis dit bon, moi ça me correspond en tant que futur sophrologue et je pense que ça peut convenir aussi aux personnes qui traversent tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai plongé vers la sophro. Il y a Marion qui témoignait que tu l'avais aidé à retrouver son sommeil. Ah Marion, oui, c'est ok. Je Marion viens de lui Dano. passer le message comme ça. Eh bien Marion, je te fais un petit coucou. Mais à travers en plus des outils qui sont euh, très très efficaces et qu'on peut utiliser dès après la séance, parce que j'envoie en plus toujours un Oui, audio, j'envoie des fiches, on j'envoie peut des être petits autonome conseils aussi, après. comment adapter. Donc en fait voilà, c'est
c'est très efficace, parfois assez rapidement. Et justement, donc tu as choisi d'appeler ton compte, enfin ton activité de sophrologue, les vagues de sophro. Oui, Donc, oui. tu peux m'expliquer comment tu as choisi ce mot, comment ça t'est venu? Alors, j'avoue que j'ai brainstormé mais pendant des semaines parce que j'avais pas envie juste d'accoler mon nom, j'avais envie qu'il y ait un mot. Euh, et, et à un moment donné, en fait, ça s'est imposé d'un coup. Les vagues, c'est quand même une image auquel on fait tout le temps appel. Alors, quand on vit un deuil périnatal, mais aussi quand on vit un parcours PMA, quand on vit l'attente d'une grossesse qui n'arrive pas, euh, même la parentalité en tant que Oui, telle, ce sont parfois des montagnes russes. Donc il y a souvent les montagnes russes et les vagues. Moi, les l'accouchement vagues, aussi, les vagues. voilà, je La- trouvais la- ça beaucoup plus parlant. Et c'est vrai que souvent, dans le cadre du deuil périnatal, quand on se connaît, on attend un peu les vagues. On sait qu'il y a des vagues qui vont survenir aux dates anniversaires, parfois à l'annonce de la grossesse de quelqu'un, à l'annonce d'une naissance, quand on a des rendez-vous médicaux qui suivent, euh, voilà, la perte de notre bébé. Alors ça peut être après une grossesse qui s'est arrêtée au premier trimestre, comme ça peut être après une IMG, comme ça peut être après une mort fétale in utero en fin de grossesse, ou même voilà après le décès d'un bébé qui est né vivant. On a des examens médicaux, on a plein de choses. Et là, il y a des vagues aussi qui reviennent. Ce sont les vagues d'émotions. Ce sont des vagues qu'on peut ressentir vraiment physiquement. Ce sont des choses qu'on attend au bout d'un moment. ouais. On peut presque les anticiper. Et puis au début, on se noie. Et puis au fur et à mesure, on arrive un petit peu à nager dans ces vagues, à se dire, OK, je sais que je vais être probablement envahie, mais je laisse venir parce que je me connais mieux et que je sais que voilà, ça va venir et que je vais refaire surface petit à petit. Et Mm. je me suis dit, bah, finalement, c'est aussi tout un cheminement de nager à travers ces vagues, de pouvoir être accompagné à travers ces vagues pour ne plus boire la tasse. Mais il y a des moments, c'est vrai qu'on se sent tellement sous l'eau que, voilà, en fait, le mot s'est imposé. Et puis, il y a aussi les vagues de la respiration, les vagues Ouais. qui nous bercent. Ça peut être cette image qui est à la fois extrêmement douloureuse, extrêmement déstabilisante et aussi, voilà, c'est agréable, c'est relaxante. Si Mm, t'étais qu'on c'est arrive vrai. à dompter un petit peu les vagues, ou en tout cas à savoir comment elles vont arriver et ne plus se retrouver tout le temps la tête sous l'eau, quoi. En tout cas, c'est une très belle image. Moi, j'aime beaucoup le nom que tu as choisi. Et parle-nous un peu plus justement de tes services, de tes accompagnements aujourd'hui. Enfin, il y a évidemment le podcast, mais donc tout ce que toi tu offres en soutien aux personnes qui traversent toutes ces épreuves. Alors, donc il y a le podcast et maintenant il y a la sophro. Et c'est vrai que parfois je mêle un petit peu les deux puisque les Oui, auditrices de mon podcast sont souvent venues à la sophro ou en tout cas m'ont connu comme ça. Pour la sophro, en fait, alors en règle générale, il y a quand même l'accompagnement, on va dire entre guillemets classique en sophro d'une petite dizaine de séances où on est sur 2, 3 mois d'accompagnement, où on est vraiment sur des choses très très personnalisées, complètement sur mesure, où on a toujours un fil rouge pour un accompagnement. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, on tisse ce fil entre les séances pour arriver un petit peu à l'objectif de départ, même si le terme d'objectif, tu vois, en termes de bien-être, j'aime pas trop le terme d'objectif. Je trouve qu'il y a trop le culte de la performance partout, mais il n'empêche qu'il y a un fil directeur, une tonalité, une teinte qu'on donne à l'accompagnement. Donc ça peut être par exemple sur le fait de mieux vivre son prochain protocole PMA, mieux vivre l'attente entre deux protocoles PMA, euh, apprendre à mieux vivre les vagues du deuil périnatal au début ou même plusieurs mois après, un protocole sur le sommeil, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire, assez classique, ce qu'on retrouve avec pas mal de sophrologues. Moi, ce que je propose également sont des accompagnements plus courts aussi, en 5 séances, parce qu'on n'a pas toujours le temps ou les moyens de se payer un accompagnement de 10, 12 séances. Et moi, il y en a deux en particulier que je propose qui sont vraiment propres au deuil périnatal. C'est le fait de se préparer un petit peu à la reprise du travail. Voilà. En 5 séances, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se tranquilliser un petit peu pour la reprise? Parce que comme je le disais, à partir de 22 semaines, on a un congé maternité qu'on n'est pas obligé de prendre dans son intégralité, mais il n'empêche qu'on a un certain nombre de semaines qui sont imposées euh, du point de vue en fait du repos physique. On n'a et pas oui. le choix. Donc il faut prendre, il y a quand même une coupure de plusieurs semaines. Ce qui est très dur, c'est pour les personnes qui ont perdu un bébé avant, donc c'est 22 semaines ou
500 grammes pour le poids du bébé. Mais en deçà de ce terme ou de ce poids, on n'a pas de congé mat. Donc là, ce sont des arrêts maladie, même si ça n'est pas du tout adapté de parler d'arrêt maladie, mais il y a des personnes qui vont être quand même arrêtées plusieurs semaines, et même après un congé mat, qui vont être de nouveau arrêtées parce que c'est trop compliqué pour elles la reprise du travail. Donc voilà, un accompagnement en 5 séances que je propose, parce que par ailleurs, sur un congé maternité de 2 mois et demi, 3 mois, on n'a pas envie de passer 3 mois à se préparer à la reprise du travail. Donc voilà, de condenser un petit peu, de compacter l'accompagnement. Et également 5 séances pour la grossesse, le premier trimestre de grossesse, le premier trimestre de la grossesse d'après, où là j'en ai fait plusieurs, j'en ai encore un en cours, sur des personnes qui ont découvert leur grossesse après avoir perdu un premier bébé ou avoir eu plusieurs grossesses qui sont interrompues. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent, beaucoup d'étapes à franchir. Ça peut être un premier trimestre très très long. Oui. Et donc de se dire, voilà, tous les 15 jours par exemple, j'ai un rendez-vous pour penser à moi, pour me reconnecter un peu à mon corps, pour me tranquilliser, pour m'aider à me sécuriser, pour aborder certains rendez-vous médicaux qui vont être très très importants. J'ai besoin d'être accompagnée. Donc là, je propose aussi ça. Et puis, il y a aussi les séances collectives que moi j'appelle les cercles sophro, où on se retrouve entre euh, 4 personnes et 8 personnes pendant 2 heures, où en gros, pendant 1 heure et demie, on échange à propos d'une thématique en particulier. Donc jusqu'à présent, c'était en lien avec le deuil périnatal exclusivement. Par exemple, l'interruption médicale de grossesse, le fait de songer à la grossesse d'après, pas être encore enceinte, mais se dire, est-ce il y en aura une? Dans quelles conditions? J'ai trop peur pour l'instant. Comment est-ce que je peux me tranquilliser un peu? Échanger avec des personnes, créer du lien, c'est super important. Et chaque cercle se clôt par un moment, une demi-heure, 40 minutes de sophro. Déjà pour faire retomber un petit peu la pression, parce que émotionnellement, ça peut être à la fois très très beau d'échanger, mais aussi très fatigant émotionnellement, très prenant. Donc déjà, de clore un peu ce temps d'échange par des exercices qui nous permettent de nous tranquilliser, c'est important. Et puis, ils sont complètement adaptés à la thématique de la séance. Il faut se dire que voilà, après la séance, on repart avec ces exercices dans sa boîte mail et on peut les réutiliser. Ce sont des outils. On peut reconvoquer dans son quotidien si on en ressent le besoin. Donc voilà, là, ces cercles-là, ils vont bientôt reprendre, si tu veux, on en parlera un petit peu. Ouais. Mais ils ont globalement bien marché. Il y a quand même une demande parce que malgré tout, le deuil périnatal, c'est un deuil qui est très très solitaire. On peut être très bien accompagné, mais malgré tout, dans notre entourage, on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des personnes qui l'ont vécu. Donc là, c'est vraiment de créer du lien, de créer du soutien, de faire circuler de l'information et aussi d'avoir des outils à notre dispo quand le cercle se termine. Ouais, c'est très puissant les cercles de parole et enfin les histoires des unes font écho aux autres. Enfin, il se joue beaucoup de choses. C'est une super belle proposition. En tout cas, en plus, comme tu dis, de le coupler à de la sophro pour justement ne pas rester qu'au stade verbal qui est déjà enfin, très important en soi, la médecine de la parole, comme on dit, mais en Mm. plus de lui apporter du coup ce côté sophro en plus, quoi. Bah oui, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'émotions en fait dans ces cercles-là. Déjà de parler de soi, alors même si c'est pas obligé d'en Mm. parler, il y a toujours cette règle qui est qu'on se présente au début, mais après on n'est pas Oui. obligé de parler. Ne serait-ce que d'écouter, c'est important. Mais d'écouter, de parler de soi, ça fait que il y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent. Ça peut être très éprouvant même si ça fait du bien de parler de soi. Parfois de recevoir la parole des autres, ça peut nous chambouler énormément. De se dire ah mais oui je me reconnais beaucoup. Bah, ça peut être déstabilisant aussi. Euh, d'être témoin aussi de la douleur des autres, c'est aussi très prenant émotionnellement. Donc de pouvoir un petit peu relâcher les choses à la fin, c'est aussi important pour faire un sas de décompression avant le retour presque dans la vie réelle. Euh, c'est, Mm. ça me semblait important de le proposer comme ça. Et quel est ton actu là justement pour enfin, sur tes projets en cours ou les accompagnements que tu vas lancer? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors à partir de demain, normalement, si tout va bien, je vais proposer des dates pour les cercles sophro. Mhm. Mon actu, c'est encore et toujours le podcast, parce que j'ai à cœur, même si je prends un peu de retard dans ma programmation, de continuer à le faire vivre, ce podcast.
Alors, il y a Yolanda qui est là, qui vient de poster un commentaire et je vais rebondir dessus. On croit souvent que le deuil périnatal n'est que tristesse, mais on parle surtout avant tout d'amour. Et effectivement, on le disait en fait au début que de se couper des témoignages des autres, c'était se couper de justement ces petites choses belles qui subsistent malgré tout et qui sont là. Donc c'est pour ça que le podcast c'est important pour moi. Et puis je travaille aussi sur un documentaire qui portera sur un aspect en particulier du deuil périnatal. Je pars en tournage là dans les prochains jours pendant 3 semaines. Donc voilà, c'est pour ça que je vais proposer surtout des cercles sophro dans les prochains temps. Je vais terminer les accompagnements que je fais. Je vais pas en reprendre de nouveau maintenant parce que voilà, ça va être très très prenant. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se mettent en place, c'est comme un puzzle. Il y a le podcast, la sophro, le doc, et voilà, petit à petit, il y a des choses qui se mettent, qui s'articulent. Il y a tout qui se fait écho, et, euh, et voilà, ça, très honnêtement, quand j'ai commencé à penser au podcast, on était au printemps 2020, je pensais pas qu'il y aurait tout ça. Très, très clairement, je le pensais absolument pas. Oui, c'est hyper inspirant de montrer tout ton parcours et puis aussi ça montre à quel point, enfin, tu le disais, tu as été journaliste avant et que en fait, même si on fait des reconversions, des bifurcations, des changements de vie, bah, tout ce qu'on a été nous continue de nous suivre et c'est justement au travers ta patte de journaliste que tu as créé ce podcast, ça te lâche pas et tu continues en fait de porter la parole et de sensibiliser, c'était beaucoup ton mot pour ce soir, de sensibiliser et de faire connaître. Donc ça c'est, enfin, non seulement tu prends soin de ceux qui le vivent et en plus de ça vraiment de porter cette parole. Je trouve ça, enfin, en tout cas moi je suis admirative Sophie pour ce que tu as Merci. fait. Merci énormément, Marion. Et c'est vrai que j'ajouterais juste que c'est avec toutes ces casquettes-là que j'ai songé au podcast, à la sophro. Et il est clair que si je l'avais pas vécu, je m'en serais pas intéressée, je m'y serais pas intéressée de cette manière. Ça me paraît très logique. Maintenant, tout ce que je fais, en fait, je le fais en mettant de côté complètement, moi, ce que j'ai vécu. Mon histoire personnelle, c'est un point de départ. C'est ce qui a fait que j'ai mis un pied là-dedans. Mais clairement, c'est tout ce que j'ai fait d'un point de vue pro et aussi la manière dont j'ai été accompagnée formidablement, notamment par ma psy, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, en fait, il y a moi, mais il y a aussi tout ce que je pourrais faire autour et ce que je suis capable de faire. Et c'est vrai que maintenant, que ce soit le podcast, mais aussi la sophro, je la fais pas avec ma casquette de moi, Sophie, Oui, qui a vécu un deuil périnatal, ce serait complètement hors de propos. C'est pas une compétence, en fait, d'avoir oui, vécu le deuil périnatal, même si franchement, quelque part, il y a ce côté sécurisant de dire bon, elle l'a vécu, ok, elle va pas dire n'importe quoi. Mais il n'empêche que si moi il n'y avait pas eu le podcast, jamais je serais capable d'accompagner les gens comme je suis capable de le faire aujourd'hui parce que moi mon histoire, bah oui c'est un point de départ, mais elle a pas sa place que ce soit dans le podcast. Finalement dans les épisodes en tant que tel, j'en parle très peu. La sophro, finalement, ma capacité à accompagner les autres, c'est aussi à l'aune de tous ces enregistrements que j'ai fait avec une cinquantaine de personnes maintenant. Et je sais que cette capacité que j'ai aujourd'hui de pas plaquer mon histoire aussi sur celle des autres, parce que parfois c'est quelque chose, on se dit je l'ai vécu donc je ne veux pas accompagner dans cette thématique-là. Moi, je l'ai vécu, mais j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis ensuite oui. d'accompagner, de pouvoir recevoir beaucoup, beaucoup de paroles sans être... voilà, j'ai ma posture qui est celle liée à la sophro, mais qui se nourrit de toutes mes autres postures, on va dire, professionnelles. Donc voilà, mais c'est vrai que euh, maintenant, ce que je vis d'un point de vue professionnel, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait d'un point de vue pro et de tout ce que j'ai vécu d'un point de vue perso. Ça, c'est Oui. incontestable et je pensais pas un jour pouvoir réunir tout ça quand même ensemble. Mais je vois le témoignage de Marion qui dit c'est ça la beauté du deuil, savoir transcender la douleur vers quelque chose d'incroyable. Pour conclure, Sophie, je voudrais te poser la question, le pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Bah, pourquoi? En fait, c'est une très bonne question et c'est pas facile d'y répondre. Je me suis rendu compte en échangeant avec certaines personnes dernièrement que le deuil périnatal, vouloir faire en sorte qu'on en parle, c'était presque un combat, en tout cas. Et c'est vrai que euh, sensibiliser au deuil périnatal, faire en sorte que les personnes qui le vivent soient mieux accompagnées, mieux soutenues,
par des personnes qui soient formées ou des proches qui en ont entendu parler et qui prennent la mesure de ce qui est vécu en face, bah, il y a quelque chose où effectivement ça relève presque d'un combat, d'une cause. Mm. C'est si on n'en parle pas en fait, faut pas forcément compter sur les autres pour le faire. Je m'en suis rendu compte dernièrement, c'est que entre moi de fin 2017, l'endroit où j'étais en fait, c'est-à-dire euh, cette date de décembre 2017, ce contexte dans lequel j'étais, je me rendais compte qu'il y avait quand même très très peu de ressources. Aujourd'hui, les ressources qu'il y a sur le deuil périnatal, bah, c'est quand même beaucoup de personnes qui l'ont elles-mêmes vécu Oui. et qui ont à cœur quand même de prendre le sujet à bras-le-corps pour en parler. Je pense à Julie sur le compte à nos étoiles, je pense à Mathilde de Mes Presque Rien qui est vraiment qui parle énormément d'arrêt naturel de grossesse. Euh, Judith Taquin avec son livre 3 mois sous silence. En fait, souvent, ce sont des personnes qui l'ont vécu et qui se sont rendues compte qu'il y avait des blancs, des lacunes, des manquements. Et c'est un peu ça, c'est que pourquoi je le fais aujourd'hui? Bah, parce que en fait, je me rends compte que une fois qu'on prend conscience de tout ça, c'est très dur de s'arrêter, en Oui. fait. Il dit, il faut continuer. Donc, euh, donc voilà, et voilà, le podcast, la sophro, le doc, ça relève parfois du combat. Le doc, ça a vraiment relevé du combat. Oui. Pour être soutenu dans ton projet et qu'il naisse. Qui Enfin, puisse aboutir et qui trouve un diffuseur. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais toute seule, c'est quelque chose que je fais avec quelqu'un qui l'a vécu aussi. Mais voilà, on a combattu quand même pour que ça puisse aboutir. mm. Ben, merci encore pour tout ce que tu fais. Il y a eu énormément de petits commentaires pendant le live que je voyais passer de personnes qui effectivement témoignaient parce qu'elles l'ont vécu ou en accompagnement, l'accompagnement avec toi. Est-ce qu'il y a encore des questions, des gens qui veulent rebondir sur quelque chose? Sinon, on va clôturer comme on s'était dit qu'on dépasserait pas trop. Mais on a quand même plutôt pas trop mal tenu le timing quand même. Oui, franchement. Moi qui suis une très grande bavarde, je pense que toutes les personnes qui me connaissent ou qui passent ici le Ouais, ouais, savent. ouais. Non, t'as été très, très. Je notais l'effort, vraiment. Mais t'es passionnante à écouter, donc ce sera avec plaisir. Mais c'est qu'on s'était dit de pas trop dépasser. Écoute, je vois pas d'autres petits commentaires. De toute façon, j'espère que, en tout cas, on diffusera à nouveau ce live pour que les personnes qui n'ont pas pu se joindre en direct puissent le voir en replay, que ce soit sur mon compte, sur le tien et aussi Au revoir podcast. Merci infiniment, Sophie, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous as dit ce soir. J'espère Merci. que ça va pouvoir aider plein de personnes, en tout cas, où on a tous des proches, enfin, même si c'est pas soi-même personnel, enfin, pour en parler à des proches qui le vivent, et parce que vraiment, ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on le croit. C'est sûr. Donc, d'où l'importance de sensibiliser, en fait, parce que c'est ce que je disais dans une story sur le compte de mon podcast, c'est Mmh. que ce soit le podcast ou la sophro, je m'adresse surtout à des personnes qui vivent des épreuves en lien avec tout ça. Mais la sensibilisation, c'est quand on va au-delà de ce cercle de personnes qui sont directement concernées. Parce que effectivement, on peut avoir un proche qui l'a vécu, on peut le vivre soi-même dans quelques années, et on se dira, bah tiens, j'en avais entendu parler. Il s'agit pas de penser qu'à ça, mais Bien bah, sûr. quand ça nous tombe dessus, de savoir qu'on en a déjà entendu parler, bah, il y a quand même quelque chose de, pas de plus confortable, mais d'un petit peu plus doux dans cette douleur, parce que déjà, on aura moins à batailler pour retrouver les ressources et pour Ouais. parvenir à les identifier. Ça peut être aussi extrêmement douloureux de sentir à quel point il n'y a pas de ressources et qu'on n'en trouve pas. Donc, euh, donc c'est très important. Donc, Merci merci. pour tous vos petits commentaires. Bonne soirée à tous et à très bientôt, Sophie. Bye bye. Ciao. Merci Marion.